Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 30 septembre. Voici les titres. Manuel Valls favorable à une nouvelle liaison routière entre Fontenay-le-Comte et Rochefort. Le Premier ministre a évoqué hier à Matignon l'abandon de l'autoroute A831 et les alternatives possibles. Des études doivent être lancées pour améliorer la circulation entre la Vendée et la Charente-Maritime. C'est l'une des particularités géologiques de la Vendée. Le Pont-Dieu se découvre à l'occasion des grands coefficients de marée, comme cette semaine. Un promontoire rocheux praticable sur 2 à 4 km depuis Notre-Dame-de-Bon en direction de l'Île-Dieu. Et puis à visite à la fin de cette édition de l'abbaye de la Grennetière aux Herbiers. Un édifice bâti au XIIe siècle puis partiellement détruit au fil de l'histoire. Son propriétaire actuel veut reconstruire les parties qui ont disparu. Le chantier pourrait s'étaler sur une quinzaine d'années. L'A831 a donc été à nouveau évoqué hier à Matignon. Une dizaine d'élus de Vendée et de Poitou-Charentes a été reçue par Manuel Valls et le secrétaire d'État chargé des Transports, Alain Vidalis. Une rencontre qui fait suite à l'annonce en juillet dernier de l'abandon du projet d'autoroute entre Fontenay-le-Comte et Rochefort. Si l'A831 ne se fera pas, une nouvelle liaison routière entre le Sud-Vendée et la Charente-Maritime serait nécessaire, a concédé Manuel Valls. Des études doivent être lancées. Élus et partisans de l'autoroute attendent maintenant des précisions. Pierre Dalicieux. Une 2 fois 2 voies, voilà ce que pourrait être la solution intermédiaire à l'A831, enterrée l'été dernier. Une solution déjà évoquée par les élus concernés et mise sur la table du Premier ministre. Manuel Valls confirme la nécessité d'une liaison nouvelle entre Fontenay-le-Comte et Rochefort et annonce notamment une participation financière de l'État. Participation qui doit être significative pour le conseil départemental. L'État a dit qu'il s'engagerait mais n'a pas donné la hauteur du financement. Donc aujourd'hui, on a des réponses, oui, mais on a des réponses qui sont pour le moins générales. On attend d'en savoir plus. Car une autre question se pose également, le délai. Ce projet de route départementale ne se fera pas demain, c'est sûr. Au-delà du financement, le tracé aussi doit être revu. De nouvelles enquêtes publiques devront être menées, bref, c'est tout un projet qu'il faudra construire. Bien sûr que ça va prendre du temps, mais ce qui est important, c'est de savoir, c'est de se dire qu'il y aura une solution routière qui sera faite à moyen terme. Je rappelle que dans la commission Duron, l'autoroute, c'était à horizon 2050. On peut quand même dire que ça sera beaucoup plus tôt. Pour les chefs d'entreprise du bassin de Fontenay-le-Comte qui militent depuis plus de 20 ans pour un véritable désenclavement du Sud-Vendée, cette annonce doit se concrétiser et au plus vite. Le Premier ministre et le secrétaire d'État au transport. On attend des actes, on attend véritablement des actes. C'est vrai qu'on ne se nourrit pas, maintenant on aime bien le buzz, on ne se nourrit pas d'un buzz. Voilà. Donc nous on aime travailler, pas sur des buzz mais sur des vrais projets concrets. La création d'une 2 fois 2 voies est donc attendue, mais la réalisation de celle-ci sera également conditionnée par un autre projet, le contournement de Maran, projet lui aussi encore à l'étude. Et en parallèle de ce projet routier, la ligne SNCF Nantes-Bordeaux a aussi été évoquée pendant la rencontre entre les élus vendéens et Manuel Valls. Les trains devraient continuer à circuler sur 2 voies. Le Premier ministre s'est engagé à accélérer les études et les travaux sur cet axe ferroviaire. Enfin, un contrat de territoire devrait être lancé pour le développement du Sud-Vendée. L'an dernier, en France, 20 000 personnes ont eu besoin d'une greffe. Un peu plus de 5 000 transplantations seulement ont pu être réalisées, faute de greffons suffisants. Le prélèvement d'organes est en effet possible en France que sur des donneurs vivants, des personnes en état de mort cérébrale ou victimes d'un arrêt circulatoire chez elles ou dans la rue. Depuis l'an dernier, une nouvelle procédure a été définie. Elle autorise désormais le prélèvement d'organes sur des patients en fin de vie décédés à l'hôpital à la suite d'un arrêt des soins. Ce nouveau protocole a été rendu possible après une longue réflexion éthique dans laquelle s'est inscrite le centre hospitalier La Roche-sur-Yon. Le CHD vient donc de signer une convention avec l'agence de biomédecine. C'est le 4e centre en France à entrer dans ce protocole. Il a été choisi pour son expérience dans le prélèvement d'organes. Écoutez la directrice générale de l'agence de biomédecine au micro d'Alix Lanos.
C'est vrai que ce protocole, c'est l'occasion de diversifier et d'augmenter potentiellement le nombre de greffons disponibles, donc le nombre de personnes, de malades qui vont pouvoir être greffés. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif du moment. Actuellement, la priorité, ça reste la mise en œuvre du protocole de façon encadrée et dans un cadre éthique rigoureux. Mais potentiellement, ça permettrait d'augmenter le nombre de greffes. Et donc, c'est un nouvel espoir pour les patients qui sont en attente de greffe en France. Au chapitre économie, Beneteau a profité du rebond du marché nautique. Le groupe vendéen vient de publier son chiffre d'affaires. Sur un an, les ventes de bateaux ont progressé de près de 11%. Beneteau a bénéficié du retour des acheteurs européens et de la reprise sur le marché américain des bateaux à moteur. Et dans le sillage notamment des salons nautiques de Cannes et de La Rochelle, Beneteau évoque des perspectives positives pour cette année 2016. Et justement, pour en savoir plus sur l'économie vendéenne, vous retrouverez à partir de demain sur TV Vendée le Mag Éco pour une nouvelle saison. Émission présentée par Sandra Billy avec un zoom cette semaine sur l'entreprise de sérigraphie Sérig qui vient de fêter ses 50 ans. Le Mag Éco, c'est à retrouver le jeudi à 20h15. Je vous propose maintenant de partir découvrir une curiosité géologique visible uniquement lors des grands coefficients de marée, quand la mer se retire loin au moment de la marée basse. Le Pont Dieu, aussi nommé Pont Saint-Martin, en référence à une légende autour de ce site situé à Notre-Dame-de-Mont, un promontoire rocheux praticable sur 2 à 4 km et qui reliait il y a plusieurs milliers d'années le continent à l'île Dieu. Reportage Grégoire de Châtillon. Les pêcheurs qui commencent à traverser. Maurice est un enfant du pays. Il ne se lasse jamais de voir réapparaître cette curiosité de la nature. La partie la plus haute apparaît de plus en plus. Le Pont Dieu, c'est donc ce promontoire rocheux de quelques kilomètres de longueur qui ne s'observe que comme aujourd'hui, pendant les grandes marées. C'est un joyau géologique du littoral vendéen. On ne peut pas imaginer l'histoire du pays sans le Pont Dieu. La légende raconte que Saint-Martin aurait voulu évangéliser l'île Dieu en passant un pacte avec Satan pour qu'il construise un pont. Plus sérieusement, cette chaussée calcaire serait là depuis des temps immémoriaux. Sa naissance serait due à la rencontre de courants marins. Les gens qui ne sont pas forcément habitués ou qui ne connaissent pas forcément l'histoire de ce promontoire peuvent nous poser la question de savoir est-ce que c'est naturel, est-ce que ça a été construit par l'homme, est-ce qu'auparavant ça allait jusqu'à l'île Dieu. Donc effectivement, d'après les sources géologiques, il y a très longtemps, il parvenait jusqu'à l'île Dieu, mais ce n'est plus le cas depuis plusieurs millions d'années. Aujourd'hui, très prisé par les pêcheurs à pied, ce phénomène suscite toujours la curiosité de ceux qui l'observent pour la première fois. On ne s'attendait pas à voir une pareille langue de sable s'avancer dans la mer. C'est la première fois qu'on vient ici. C'est vraiment très beau comme spectacle. Et là, j'avoue que c'est spectaculaire. Demain, avec quasiment les mêmes conditions météo qu'aujourd'hui, le spectacle sera, c'est sûr, au rendez-vous. La 4e édition du Salon de l'Habitat La Roche-sur-Yon, c'est ce week-end. Ça débutera dès vendredi au Parc des Expos des Oudéries. Il regroupe les acteurs du bâtiment, de la construction, de la décoration. Et puis il y a quelques jours, c'est Fontenay qui organisait, elle, sa foire expo. Elle a attiré plus d'une centaine d'exposants. La 6e édition de cet événement commercial était placée sous le signe du vintage, avec des véhicules, des décors rappelant certaines scènes de la vie quotidienne des années 60 et 70. C'est vrai qu'on partait surtout le principe de vouloir trouver un univers convivial et festif, et on amène les anciens parce que ça leur rappelle de très bons souvenirs, et surtout les jeunes parce que la cassette vidéo ou la cassette audio ils connaissent pas et que c'est un vrai bonheur. Le rendez-vous a attiré une quarantaine d'éleveurs du département. Le club ornithologique Fulgentais vient d'organiser le championnat de Vendée des oiseaux exotiques. Ça se déroulait à Saint-André-Gouldois. Plus d'1 millier d'oiseaux étaient présentés au total, à l'occasion de mieux faire connaître l'ornithologie et les différentes espèces. Et puis 400 oiseaux étaient en compétition pour le championnat départemental. Une manière pour les éleveurs de voir récompenser leur travail. L'intérêt en tant qu'association, c'est de pouvoir préserver toute une espèce de faune exotique dans l'état naturel, avec le concours qui nous permet de garder nos oiseaux à l'esprit de l'état sauvage. Donc on a des critères de base qui sont sur la grandeur, sur la qualité de l'oiseau, sur la grosseur de l'oiseau, sur les pattes, sur un peu tout sur ce qui comporte l'oiseau, mais des critères sauvages.
Avec un peu plus d'1 millier de kilomètres, la Vendée est le premier département de France en termes de réseau de pistes cyclables. Et justement, pour promouvoir le vélo et faire découvrir le territoire, la 13e édition de Vélocéane était organisée il y a quelques jours autour de Saint-Christophe-du-Ligneron. 2 circuits de 25 et 31 km avaient été définis. Des parcours sur lesquels les participants pouvaient retrouver des animations et des informations autour des énergies renouvelables. Près de 6000 personnes ont participé à cette édition. Écoutez quelques-uns de ces participants. On a fait déjà l'année dernière, on avait fait le Perrier-Saint-Jean, c'était une super édition déjà, très plate, contrairement à ce qu'on va voir aujourd'hui, mais vraiment une très belle édition, on avait eu beau temps, donc on rempile pour cette année. On est en famille, à 4, voire un 5e qui est avec les copains, parce que c'est une grande boucle qu'on est parti pour faire à 30 km. Donc on espère profiter des animations, profiter du temps, et puis d'une belle journée. Là il fait super beau, c'est plutôt effectivement d'en profiter un maximum par rapport à ça, de partager un bon moment et puis de découvrir aussi Saint-Christophe et les alentours. En bref, en sport, nouveau changement à la tête du Haugly. Florence Raymond a été élue présidente du club de hockey sur glace de La Roche-sur-Yon à la suite de la démission de l'ancien président Sylvain Durand qui avait pris ses fonctions en juin dernier. En 3 mois, le Haugly a vu se succéder à 3 présidents différents. La Grennetière ouvre une nouvelle page de son histoire. L'abbaye bénédictine des Herbiers, fondée au XIIe siècle, a été peu à peu abandonnée après la Révolution. Elle accueille à nouveau depuis une quarantaine d'années des moines et pour améliorer leur cadre de vie, le propriétaire de l'abbaye a décidé de lancer une phase de travaux. Le chantier vise à reconstruire les parties qui ont été détruites ou qui ont disparu au fil des siècles. Des travaux qui pourraient durer 15 ans. Apolline Laurent. Construite en 1130, l'abbaye de la Grennetière n'a conservé qu'une partie de ses fondations. Réquisitionnée pendant la Révolution puis vendue pierre par pierre, le lieu a servi d'exploitation agricole et même de maison d'habitation. Ce n'est qu'en 1963 que le père de l'actuel propriétaire, Jean Chatry, rachète le site et décide d'y installer de nouveau des religieux. La congrégation Notre-Dame d'Espérance. Une dizaine de moines vit aujourd'hui dans cette abbaye, restaurée au fil du temps. Cette tour de l'abbaye a été restaurée en 2001. Voilà une magnifique chambre qui fait peu penser une cellule monastique compte tenu de sa qualité. Mais ces chambres-là servent pour les familles des moines lorsqu'elles viennent visiter leurs frères. Et de grands projets de restauration comme celui-ci, les propriétaires de l'abbaye n'en manquent pas. D'ici 2030, ils se sont lancés le défi un peu fou de reconstituer entièrement le site tel qu'il était au XIIe siècle. Un moyen de faire revivre ce monument historique, classé depuis 1946, mais aussi d'améliorer la vie des moines. Le prieur de l'abbaye nous dit est-ce qu'il serait possible de faire un abri à l'entrée de la salle capitulaire. Alors j'ai dit le seul abri convenable c'est de refaire le cloître. Et à partir de là on a réfléchi et on s'est dit mais finalement si on refait la galerie est, la galerie nord qui est derrière nous peut être refaite très facilement. Et il ne restera plus ensuite qu'à faire les 2 tiers détruits du réfectoire et aussi la galerie sud bien entendu et l'église abbatiale. 3 phases de travaux donc qui devraient s'échelonner sur 15 ans et qui sont très attendues par le frère prieur. Nous sommes un peu serrés. Quand vous voyez comme ça en premier plan l'habitation, ça paraît quand même assez grand, enfin comme ça. Mais non, c'est vraiment très serré quand même dans le quotidien. Les frères de la congrégation qui espèrent également, grâce à ces travaux d'agrandissement, accueillir de nouveaux moines. En attendant, ils ouvrent les portes de l'abbaye au public pour des visites guidées, mais aussi lors des offices religieux. C'est la fin de cette édition. Un mot de la météo avant de se quitter. Encore un temps sec demain, du soleil. C'est à 11 degrés pour les minimales, 18 à 20 pour les maxis. Armel Pavageau vous en dit plus dans un instant. L'information continue sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve demain pour un nouveau journal.